Mon téléphone a vibré à 10h04 du matin. Monsieur Lefebvre, c'est l'adjudant Renard de la gendarmerie de l'Eure. Nous avons retrouvé votre petit-fils, Théo Lefebvre. Il est sain et sauf. Nous l'avons au poste sur la route nationale 7. C'était la première phrase que j'ai entendue. Pas de bonjour, pas de désolé de vous réveiller. Juste ces mots, plats et répétés, tranchant net l'obscurité de ma chambre avant même que j'aie complètement ouvert les yeux. Je me suis redressé si vite que le sang a quitté ma tête. Ce n'est pas possible, j'ai dit. Théodore. Il est juste ici. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Le genre de silence qui vous dit que la personne à qui vous parlez pense que vous avez fait une erreur ou que vous mentez ou que vous ne comprenez pas votre propre situation. Monsieur, nous avons passé ces informations dans le système. 7 ans, cheveux châtains, une petite cicatrice de brûlure sur l'avant-bras gauche, signalé disparu il y a 11 mois dans le Calvados. Il correspond à chaque détail. Il est assis à 5 mètres de moi en ce moment même. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas parce que je marchais déjà dans le couloir avec le téléphone pressé si fort contre mon oreille que cela faisait mal. Je poussais déjà la porte de la chambre d'amis où mon petit-fils dormait depuis 20h30 ce soir-là. Roulé en boule sous la couverture avec des dragons que sa mère lui avait achetés le Noël avant de s'éteindre. Il était là, la poitrine montant et descendant. Une chaussette mise, une chaussette enlevée, exactement comme il dormait toujours. Officier, j'ai dit, ma voix tenant à peine debout. Je le regarde en ce moment même. Il n'a jamais quitté cette maison. Le silence qui a suivi a duré 3 secondes complètes. 3 secondes qui finiraient par briser un secret sur lequel ma famille était assise depuis 7 ans sans qu'aucun d'entre nous, moi y compris, ne sache qu'il était là. Monsieur Lefebvre, a dit l'officier lentement. Alors je pense que vous devez venir ici tout de suite parce que qui que soit ce garçon, monsieur, il dit s'appeler Théo Lefebvre lui aussi et il a le visage de votre petit-fils. Je n'ai pas dit un mot de plus. J'ai juste attrapé mes clés de voiture. Si cette histoire a déjà attiré votre attention, dites-moi d'où vous regardez. Dites-moi votre ville et votre pays dans les commentaires. J'adore voir d'où tout le monde écoute. Maintenant, laissez-moi vous ramener en arrière. Parce que pour comprendre comment une gendarmerie à 40 minutes de là pouvait détenir un garçon qui ressemblait exactement à mon petit-fils endormi, vous devez comprendre ce que ma famille avait déjà survécu et ce que nous ne savions pas avoir enterré. Mon nom est Marc Lefebvre. J'ai 58 ans. J'ai passé 31 ans à réparer des boîtes de vitesse dans un garage près de la Nationale 13 dans une ville appelée Évreux. Et jusqu'à il y a 2 ans, mon plus grand souci dans la vie était de savoir si mes genoux tiendraient jusqu'à la retraite. Puis ma fille Manon est morte. Elle avait 31 ans. Une seule erreur avec un médicament détourné chez une amie. Le genre d'histoire devenue si courante que les gens ne s'y presque plus. À moins que cela n'arrive à quelqu'un qu'ils aiment. C'est arrivé à quelqu'un que j'aimais. C'est arrivé à la personne que j'aimais le plus au monde. En dehors de ma défunte épouse, Claire, que j'ai perdue à cause d'un cancer 4 ans avant cela. Manon a laissé derrière elle un fils, Théo, 6 ans à l'époque, 7 ans aujourd'hui. Son père, l'ex-mari de Manon, Cédric Morel, avait disparu de la circulation de manière concrète depuis que Théo avait 2 ans. Cédric n'était pas un monstre. Il était juste faible. Le genre d'homme qui disparaît quand les choses deviennent difficiles et réapparaît avec des excuses quand les choses deviennent faciles. Il n'avait rien signé sur le papier. Mais dans la pratique, je suis devenu le père de Théo la semaine où Manon est morte. Je veux être clair sur quelque chose parce que je pense que c'est important pour la suite. Théo n'a pas été adopté. Ce n'était pas un jumeau dont j'avais connaissance. C'était mon petit-fils né un mardi de mars. Et j'étais dans la salle d'attente quand l'infirmière est sortie et nous a dit que c'était un garçon. Ou du moins, c'est ce que j'ai cru pendant 7 ans. La vie avec Théo après la mort de Manon a été sa propre forme de reconstruction. J'ai appris à faire les devoirs, à aider, à préparer les boîtes pour le déjeuner et l'art particulier de faire semblant de ne pas pleurer dans la voiture après l'avoir déposé à l'école. J'ai appris de quelle veilleuse il avait besoin et laquelle créait des ombres qu'il n'aimait pas. J'ai appris qu'il ne pouvait pas s'endormir à moins que la porte de son placard ne soit complètement fermée. Pas d'ouverture, pas d'exception. Et je n'ai jamais demandé pourquoi une seule fois. Parce que certaines peurs, un enfant a besoin de les garder pour lui. Il m'appelait Papy Marc. Pendant la première année, vers le 14e mois,
sans que l'un de nous ne le décide à haute voix, c'est devenu juste papa. Je ne l'ai jamais corrigé. Je n'avais pas le cœur à le corriger. Je me souviens de la première fois qu'il l'a dit. Nous étions à la table de la cuisine et il avait renversé son jus de pomme et il m'a regardé avec ce visage paniqué que les enfants ont quand ils pensent qu'ils ont des ennuis et il a dit « Papa, je suis désolé ». Et puis tout son corps s'est figé comme s'il s'était entendu le dire et n'était pas sûr si c'était autorisé. J'ai juste attrapé l'essuie-tout et j'ai dit « Tout va bien, bonhomme ». Ça arrive à tout le monde. Et aucun de nous n'en a reparlé. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Quelque chose s'est mis en place que ni l'un ni l'autre n'avions prévu. Et je pense que nous en avions tous les deux plus besoin que nous ne l'admettions. Cédric appelait tous les quelques mois, généralement autour d'une fête, sonnant généralement comme un homme lisant un script dont il se souvenait à moitié. « Comment va mon garçon ?» demandait-il, et je lui donnais la vérité par petites doses gérables. Et il disait qu'il allait venir le voir bientôt. Et le bientôt venait rarement. La mère de Cédric, Danielle, était une autre histoire. Danielle Morel ne m'avait jamais aimé. Pas vraiment. Pas depuis le jour où Manon avait ramené Cédric à la maison. Et Danielle avait décidé que notre famille était de la classe ouvrière. Bruyante, un peu brute sur les bords. Ce n'était pas le calibre de personne avec qui son fils devrait se marier. Après le divorce, Danielle a surtout disparu elle aussi, à l'exception d'une carte d'anniversaire ici et là, adressée uniquement à Théo, sans jamais me mentionner. Je vous dis tout cela non pas parce que c'est la partie excitante de l'histoire, mais parce que vous devez comprendre. Je pensais connaître cette famille. Je pensais que ces temps de deuil et de couches et de spectacles de fin d'année m'en avaient montré chaque recoin. J'avais tort. Il y avait un recoin que personne n'avait été autorisé à voir. Et cette nuit-là, en emmenant Théo à une gendarmerie à 1h du matin, j'étais sur le point de le trouver que je sois prêt ou non. J'ai réveillé Théo doucement, de la manière dont on le fait quand on ne veut pas qu'un enfant panique, et je lui ai dit que nous devions faire une petite promenade nocturne en voiture, que tout allait bien, que papy devait juste aller régler quelque chose d'ennuyeux. Il était assez vaseux pour me croire. Il s'est rendormi dans son siège auto en moins de 10 minutes. Cette couverture de dragon traînait et entassée contre la fenêtre, son souffle embuant un petit cercle de verre qui rétrécissait et grandissait à chaque expiration. J'ai conduit avec les deux mains crispées sur le volant, passant en revue chaque explication possible et rejetant chacune d'elles avant d'avoir fini de la former. Un canular téléphonique, une erreur d'identité, une sorte d'arnaque ciblant les grands-parents. J'avais lu des articles sur ces escrocs qui appellent à des heures indues pour créer la panique et extraire de l'argent. Mais l'adjudant Renard n'avait pas demandé d'argent. Il m'avait demandé de venir en personne. Ce n'était pas une arnaque. C'était autre chose. L'autoroute était vide à cette heure-là. Juste mes phares et occasionnellement une paire de feux arrière disparaissant derrière une colline. Et vers la deuxième sortie, je me suis surpris à regarder dans le rétroviseur le visage endormi de Théo, vérifiant de la manière dont je vérifiais presque obsessionnellement depuis la mort de Manon. Comme si une partie de moi était toujours à moitié prête à ce que le monde essaie de me le prendre lui aussi. Je ne savais pas encore que le monde avait déjà essayé de prendre quelque chose à cette famille, mais pas ce dont j'avais peur. La gendarmerie était un bâtiment bas en briques éclairé comme un hôpital à cette heure-là. Trop lumineux, trop éveillé pour 1h40 du matin. J'ai porté Théo endormi à travers les portes et le visage de l'agent à l'accueil a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Un éclair de confusion. Puis quelque chose de proche du choc, comme si elle regardait une photographie partiellement décollée de son cadre. « Oh » a-t-elle dit doucement. « Oh, waouh » Elle n'a rien dit d'autre. Elle n'en avait pas besoin. Je l'ai senti aussi. Debout là sous la lumière fluorescente avec la tête de mon petit-fils endormi contre mon épaule. Cette gravité particulière qu'une pièce prend quand tout le monde sent que quelque chose est sur le point d'éclater. L'adjudant Renard est apparu au coin de la rue. Un homme dans la trentaine avec des yeux fatigués et la démarche prudente de quelqu'un entraîné à bouger lentement dans des pièces où la panique est contagieuse. Il ne m'a pas demandé de m'asseoir. Il n'a pas offert de café. Il a juste regardé Théo, puis moi, et a dit « Suivez-moi, monsieur ». D'une voix qui avait déjà décidé que ce ne serait pas une courte conversation. Il m'a conduit dans un court couloir qui sentait le café brûlé et la vieille moquette, devant un tableau d'affichage rempli d'annonces d'animaux perdus et une affiche décolorée sur la sécurité routière, et dans une salle d'attente avec des chaises en plastique dur boulonnées au sol. Et là,
assis sous la lumière bourdonnante du plafonnier avec un gobelet en carton de chocolat chaud que quelqu'un lui avait manifestement donné pour le calmer, se trouvait un garçon, 7 ans, cheveux châtains, coupés un peu plus rudement que ceux de Théo. Comme si quelqu'un l'avait fait à la maison avec des ciseaux de cuisine. Mince d'une manière qui m'a inquiété instantanément. Le genre de minceur qui vient d'un enfant qui n'est pas nourri assez régulièrement plutôt que d'avoir simplement un métabolisme rapide. Ses baskets étaient de taille trop grande. Les lacets étaient doublement noués comme un enfant qui avait appris tout seul à le faire parce que personne d'autre ne l'avait fait. Et son visage, mon Dieu, son visage était le visage de Théo. Pas similaire, pas un air de famille. Son visage. J'ai senti Théo bouger contre mon épaule, se réveillant du changement de mouvement, et j'ai regardé les deux garçons se voir pour la première fois. Aucun d'eux n'a crié. Aucun d'eux n'a dit quelque chose d'intelligent ou de cinématographique. Le garçon sur la chaise a juste regardé, le gobelet à mi-chemin de sa bouche. Et Théo, mon Théo, est devenu très immobile et a dit la seule chose qu'un enfant de 7 ans pouvait dire à ce moment-là. « Papy, pourquoi cet enfant me ressemble-t-il » Je n'avais pas de réponse. J'ai regardé l'adjudant Renard et l'adjudant Renard m'a regardé avec une expression qui me disait qu'il avait déjà imaginé ce scénario exact une douzaine de fois pendant le trajet de retour au poste et qu'aucune de ses suppositions n'avait abouti à quelque chose de bon. Son nom est Clément, a dit Renard doucement. Il ne nous a pas dit grand-chose d'autre, mais nous l'avons trouvé marchant sur le bas-côté de la Nationale 7, à 5 km de la maison la plus proche à minuit, seul. Quand nous avons demandé son nom pour notre système, il a signalé un rapport de personnes disparues déposé il y a 11 mois. Théo Lefebvre, Calvados, signalé disparu par le tuteur inscrit. Je n'ai jamais déposé de rapport de personnes disparues, j'ai dit. Théo n'a jamais disparu un seul jour de sa vie. Je le sais maintenant, a dit Renard, ce qui signifie que quelqu'un d'autre l'a déposé. Quelqu'un qui avait un garçon qui ressemblait exactement à votre petit-fils et qui avait besoin que les gens arrêtent de regarder de trop près d'où il venait. Il a fallu 2 heures d'appels téléphoniques, de vérification de bases de données et de conversations de plus en plus tendues avant que l'officier Renard ne tourne son ordinateur portable et ne me montre le nom inscrit comme tuteur sur les papiers originaux de Clément. Daniel Morel, la mère de mon ex-gendre. J'ai fixé ce nom jusqu'à ce que les lettres cessent de ressembler à une langue et commencent à ressembler à une accusation. Ce n'est pas possible, j'ai dit pour la 2e fois cette nuit-là. Bien que cette fois je l'ai dit plus doucement parce qu'une partie de moi, une partie froide et sombrante, commençait déjà à croire que c'était tout à fait possible. Renard a expliqué ce que le système montrait dans le langage plat et prudent que les policiers utilisent quand ils savent qu'ils sont sur le point de faire exploser quelque chose dans la vie d'une personne. Il y a 7 ans, à peu près au moment où Manon a donné naissance à Théo. Les dossiers hospitaliers d'une clinique privée à 2 départements de la montraient une 2e naissance à la même date. Des jumeaux, l'un nommé Théo, gardé par Manon et à l'époque Cédric. L'autre, selon un arrangement d'adoption privé traité par le bureau d'un avocat, placé auprès d'un tuteur inscrit sous le nom de Daniel Morel sous le prénom Clément. Je me suis assis sur l'une des chaises en plastique dur du poste parce que mes jambes n'avaient plus envie de me porter. Manon avait des jumeaux. Ma fille avait 2 fils, et d'une manière ou d'une autre, un seul d'entre eux était jamais rentré à la maison. Il doit y avoir une erreur, j'ai dit. Mais alors même que les mots quittaient ma bouche, je me souvenais déjà de choses que j'avais enterrées sans les examiner. Comment Manon était devenue silencieuse et étrange pendant quelques semaines juste après la naissance de Théo. Comment Cédric avait à peine visité la chambre d'hôpital même si c'était son premier enfant. Comment Daniel était venu exactement une fois pendant cette période, avait parlé à Cédric seul dans le couloir pendant 20 minutes, puis était parti sans tenir le bébé. Je me suis souvenu d'autres choses aussi, quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Quelques semaines après la naissance de Théo, j'avais trouvé Manon assise seule sur la terrasse à 2 heures du matin, ne pleurant pas exactement, fixant juste le vide. Je lui avais demandé ce qui n'allait pas, et elle avait dit « Rien, papa. Je suis juste fatiguée. » Et je l'avais cru parce que c'est ce que disent les nouvelles mères. Et parce que je voulais la croire, et parce qu'il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'il puisse y avoir une 2e chambre d'enfant quelque part où aucun de nous n'était autorisé à entrer. J'avais pensé à l'époque que Daniel ne s'intéressait tout simplement pas au bébé. J'avais pensé à 100 petites choses erronées parce que la vérité ne m'était jamais apparue comme une option. L'adjudant Renard m'a laissé digérer cela pendant 1 minute avant de dire la partie suivante, et je pouvais voir à son visage que cette partie suivante était celle qu'il redoutait de devoir dire à haute voix. Monsieur Lefebvre,
d'après ce que nous voyons dans le dossier de placement, ce n'était pas une adoption standard. Il n'y a pas d'ordonnance du tribunal, pas de registre formel de consentement au-delà d'une signature que nous allons devoir faire vérifier. En termes clairs, cela ressemble à un placement privé officieux, peut-être pas entièrement légal. Nous allons devoir faire venir Daniel Morel pour un interrogatoire. J'ai de nouveau regardé les deux garçons, toujours assis côte à côte, et je me suis fait une promesse la même dans ce poste. Quoi que Daniel ait fait, quelle que soit la raison qu'elle donnerait, j'allais l'entendre face à face. Daniel est arrivé au poste juste avant l'aube. Convoqué par un appel de la gendarmerie qui, je suppose, l'a effrayé plus que n'importe quelle conversation qu'elle avait eue depuis des années. Je ne l'avais pas vue depuis presque 3 ans, pas depuis les funérailles de Manon, où elle s'était tenue à l'arrière dans un manteau noir et était partie avant la réception, comme le font les gens quand le deuil fait d'eux des étrangers même pour la famille. Elle paraissait plus vieille que dans mes souvenirs. Plus petite. Elle portait un gilet mal boutonné, avec un décalage d'un bouton en haut. Le genre de petit détail qui me disait qu'elle avait quitté sa maison en panique et qu'elle ne s'en était pas rendu compte. Elle n'a pas nié. Je lui accorde cela. Au moment où elle a vu les deux garçons assis ensemble dans la salle d'attente, Théo, maintenant bien réveillé et fixant son jumeau avec le genre de fascination ouverte et sans filtre dont seuls les enfants sont capables. Le visage de Daniel s'est effondré comme une poutre de soutien admettant enfin qu'elle était fissurée depuis des années. Je pensais que je le protégeais, a-t-elle dit, et sa voix tremblait d'une manière que je n'avais jamais entendue chez elle. Je les protégeais tous les deux. Les protéger de quoi, Daniel, j'ai dit. De grandir ensemble, de savoir qu'ils avaient un frère. Elle s'est assise en face de moi dans la petite salle d'entretien que l'officier Renard avait libérée. Ses mains jointes si étroitement sur ses genoux que ses phalanges étaient devenues blanches. Pendant un long moment, elle n'a pas répondu. Elle a juste fixé une trace sur le sol en linoléum comme si cela pouvait lui donner le courage de continuer. L'histoire est sortie par morceaux, tirée par les questions prudentes de l'adjudant Renard et les miennes, moins prudentes. Le mariage de Manon et Cédric s'effondrait déjà silencieusement dans les mois précédant la naissance des jumeaux. Problème d'argent. Les disputes à cause de l'alcool de Cédric dont Manon ne m'avait jamais parlé parce qu'elle ne voulait pas m'inquiéter. Quand l'échographie a révélé des jumeaux, Daniel s'était convaincu et avait fini par convaincre Cédric que la famille ne pouvait pas en assumer deux. Ces mots, selon son propre récit, livrés à Cédric dans un couloir d'hôpital pendant que Manon était encore en convalescence, droguée et épuisée et non consultée comme elle aurait dû l'être. Elle n'était pas en état de prendre ce genre de décision, a dit Daniel. Et j'ai senti ma mâchoire se serrer. C'est ce que je me suis dit, que quelqu'un devait réfléchir clairement. Et ce n'allait pas être elle, pas aussi faible. Alors, vous avez décidé pour elle, j'ai dit. Vous avez décidé pour ma fille ce qu'elle avait le droit de garder. Daniel a tressailli mais n'a pas discuté. Je me suis dit que je lui dirais éventuellement. Une fois que les choses seraient stables. Une fois que Cédric aurait un vrai travail. Une fois que l'alcool s'arrêterait. Il y avait toujours un une fois. Marc. Et puis Manon est partie et je ne pouvais plus rien lui dire. Et vous le dire me donnait l'impression d'admettre que j'avais aidé à enterrer un morceau d'elle en même temps qu'elle. Daniel avait organisé un placement privé par l'intermédiaire d'un avocat qu'elle connaissait de sa paroisse. Un homme qui apparemment se spécialisait dans la gestion discrète des adoptions pour les familles qui le souhaitaient. Elle a dit à Cédric que c'était mieux pour tout le monde. Elle s'est dit qu'elle élèverait le deuxième garçon elle-même, lui donnerait une bonne vie, et qu'un jour, quand le moment serait venu, elle ferait éclater la vérité au grand jour. Le moment n'était jamais venu. Les années ont passé. Daniel, maintenant dans la soixantaine, s'est retrouvé dépassé, manquant de ressources et de plus en plus aigri par une décision qui l'avait piégé dans un mensonge qu'elle ne savait plus comment dénouer. Clément, grandissant dans une maison avec une tutrice vieillissante qui alternait entre une affection surcompensée et un mépris froid et épuisé, est devenu un garçon silencieux et observateur qui a appris tôt à ne pas poser de questions qui perturbaient la paix fragile de son foyer. Il y a 2 nuits, après une dispute dont Daniel ne voulait toujours pas expliquer complètement les détails. Bien que je soupçonne d'après la façon dont Clément a tressailli quand le sujet a été abordé qu'il s'agissait de cris et de quelque chose proche d'une peur réelle, Clément a fait ce que les enfants de 7 ans courageux et effrayés font parfois. Il s'est enfui. Il ne savait pas où il allait. Il a dit plus tard dans l'entretien le plus doux qu'un défenseur des droits de l'enfant pouvait mener qu'il voulait juste trouver l'autre maison. Il ne savait pas que Théo existait en tant que personne réelle.
il savait seulement que quelque part dans le monde, il y avait censément un garçon qui lui ressemblait parce que Daniel, dans un moment d'épuisement des mois plus tôt, avait laissé échapper l'information. Et Daniel n'était pas la seule à devoir des explications à cette famille. Parce que quand j'ai demandé qui d'autre était au courant pour Clément pendant tout ce temps, Daniel a prononcé un nom de plus, et c'était un nom que je ne m'attendais jamais à entendre à 4 heures du matin dans une gendarmerie. Cédric. Je veux vous dire que j'ai géré ce moment avec élégance. Ce n'est pas le cas. Je me suis levé dans ce poste devant les officiers et un délégué à l'enfance et mon propre petit-fils confus et épuisé. Et j'ai dit des choses à Daniel Morel dont je ne suis pas fier et que je ne répéterai pas ici en entier. Je lui ai dit qu'elle avait volé 7 ans à un garçon qui avait tout le droit de grandir dans un foyer qui s'était battu pour lui comme je m'étais battu pour Théo. Je lui ai dit que ma fille, qui n'avait jamais eu la chance de faire son propre choix concernant ses propres enfants, méritait mieux que ce que Daniel avait décidé en son nom dans un couloir d'hôpital. Daniel ne s'est pas défendu. Elle a juste pleuré. Les pleurs creux spécifiques de quelqu'un qui a porté un secret si longtemps que de le poser enfin ne ressemble pas à un soulagement. Cela ressemble à un effondrement. Cédric est arrivé 1 heure plus tard, ayant été appelé par sa mère. Et si je pensais avoir eu des mots forts pour Daniel, il n'était rien comparé à ce que j'avais pour lui. Un père qui a laissé sa mère prendre cette décision. Un père qui savait pendant tout ce temps que son fils avait un frère jumeau grandissant à 30 km de là et qui n'avait jamais trouvé le courage de faire quoi que ce soit à ce sujet. J'avais peur, a dit Cédric, ce qui est la réponse que les hommes faibles donnent pour presque tout. Peur de quoi, je lui ai demandé. Peur de faire ce qui est juste. Tu as eu 7 ans, Cédric. 7 ans pour réparer cela et au lieu de cela, tu as laissé un petit garçon s'enfuir au milieu de la nuit juste pour découvrir sa propre famille. Cédric s'est assis lourdement sur l'une de ses chaises en plastique boulonnées, a mis sa tête dans ses mains, et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait enfin dire quelque chose de vrai. Au lieu de cela, il a dit, je ne savais pas comment aborder le sujet. Chaque année qui passait, il devenait plus difficile d'imaginer le dire à haute voix. Ce n'est pas une erreur que tu as le droit de garder sous silence, Cédric. C'est une personne. Il a un nom. Il a dormi dans une maison à 30 km d'ici, se demandant pourquoi personne n'était jamais venu le chercher. Cédric n'avait pas de réponse à cela. Personne dans cette pièce n'en avait. Je ne vais pas prétendre que la pièce a éclaté dans une justice propre et satisfaisante. Ce n'est pas le cas. Il y avait plus de questions que de réponses cette nuit-là. Des questions juridiques sur la garde, des questions éthiques sur ce que signifie protéger un enfant. Des questions sur l'endroit où Clément appartenait désormais, des questions auxquelles ni la police ni un tribunal de la famille ne pouvaient répondre en une seule séance. Mais il y avait une chose dans cette pièce qui n'était pas compliquée du tout, et elle était assise sur 2 petites chaises en plastique rapprochées. Théo avait tendu la main à un moment donné pendant tous les cris et les pleurs et avait pris la main de Clément. Je ne pense pas qu'aucun des 2 garçons ne comprenait encore de quoi tous les adultes dans cette pièce se disputaient. Mais quelque part dans son cœur de 7 ans, Théo comprenait la seule partie qui importait réellement. Que le garçon assis à côté de lui n'était pas un étranger. Il était à lui. « Est-ce que tu es mon frère ?» j'ai entendu Théo chuchoter. Clément a regardé leurs mains jointes comme s'il avait peur que ce ne soit pas réel s'il les regardait trop longtemps. « Je crois que oui », a-t-il dit doucement. « Trop cool », a dit Théo. Et juste comme ça, au milieu de la pire nuit que ma famille ait vécue depuis les funérailles de Manon, mon petit-fils a souri. Le processus juridique a pris des mois. Je ne vais pas vous ennuyer avec chaque dépôt et chaque audience parce que la paperasse n'est pas le but de cette histoire. Ce qui compte, c'est le résultat et ce qui compte plus encore, c'est ce qui s'est passé dans les espaces entre les papiers, le tribunal. Après avoir tout examiné, le placement mal documenté, l'âge avancé et les problèmes de santé de Daniel, le long schéma d'absence de Cédric et ma propre tutelle stable établie pour Théo, on m'a accordé la garde d'urgence, puis permanente de Clément également. 2 petits-fils nés le même jour, élevés séparément pendant 7 ans par une décision qu'aucun de nous n'avait été autorisé à prendre ensemble. Dormant maintenant sous le même toit, ce n'était pas facile. Clément tressaillait au bruit fort pendant des mois, il cachait de la nourriture dans sa chambre par habitude avant de faire confiance au fait que le réfrigérateur serait encore plein demain. Je trouvais des barres de céréales glissées sous son oreiller, une pomme cachée dans son tiroir à chaussettes, et je n'en ai jamais dit un mot. J'ai juste gardé le garde-manger rempli et je l'ai laissé découvrir selon son propre rythme que personne n'allait lui reprendre cela.
il m'a appelé Monsieur Lefebvre pendant les 6 premières semaines, incapable de se résoudre à essayer un mot plus chaleureux jusqu'à ce qu'un soir à table, en regardant Théo m'appeler papa, comme il l'avait toujours fait. Clément demande doucement s'il serait d'accord qu'il essaie de m'appeler comme ça, lui aussi. Je lui ai dit que ce serait plus que d'accord. Je lui ai dit que c'était mérité depuis longtemps. Il y a eu de petites victoires qui comptaient plus pour moi que tout ce que j'avais accompli au garage. La première nuit où Clément a dormi sans se réveiller pour vérifier la porte. La première fois qu'il a ri assez fort pour que je l'entende à 2 pièces de là et que je doive m'asseoir une seconde parce que cela ressemblait exactement au rire de Manon, celui que je n'avais pas entendu depuis 2 ans. Le jour où les garçons, sans aucune aide de ma part, ont décidé de diviser un gâteau d'anniversaire au milieu avec une règle parce que cela doit être exactement égal. Papa, nous sommes jumeaux. Daniel, pour ce que cela vaut, est en thérapie maintenant, et elle voit les garçons 2 fois par mois sous surveillance. Et j'ai fait une paix lente et imparfaite avec le fait que la haïr pour toujours ne rendrait pas à Théo et Clément une seule des années qu'ils ont perdues. Cédric les voit moins. Cela peut changer. Ou pas. Certaines personnes mettent plus de temps à devenir les hommes dont leurs enfants ont besoin, et certains n'y arrivent jamais du tout. Mais voici ce à quoi je pense. La plupart des nuits maintenant quand je vérifie les 2 garçons avant d'aller me coucher, le même rituel que je faisais juste pour Théo, maintenant doublé. 2 portes plus loin dans le même couloir, je reste dans l'embrasure de la porte une seconde de plus que nécessaire, regardant 2 poitrines monter et descendre dans le noir. Et je pense à quel point il est étrange que le deuil et la joie puissent vivre dans la même maison, parfois dans le même souffle. Pendant 7 ans, j'ai cru comprendre toute la forme du deuil de ma famille. Je pensais connaître chaque morceau de ce que nous avions perdu quand Manon est morte et chaque morceau de ce dont j'aurais besoin pour reconstruire. Je ne savais pas qu'il y avait un second garçon là-bas avec son rire exact, attendant de l'autre côté d'une décision dont il n'avait jamais fait partie. Cet appel de 1h du matin n'a pas seulement permis de retrouver un petit-fils disparu. Il a trouvé la pièce de l'héritage de ma fille que je n'avais jamais su manquante. Une version entière de l'autre garçon dormant dans le couloir qui méritait depuis le début d'être trouvé. Théo et Clément ont 8 ans maintenant. Ils se battent pour des jeux vidéo et finissent les phrases de l'autre et ont commencé sans aucune incitation de ma part à se désigner comme nous d'une manière qui me serre toujours la gorge chaque fois que je l'entends. Manon les aurait trouvés tous les 2. Je le crois complètement. Il a juste fallu au reste d'entre nous beaucoup plus de temps pour rattraper ce qu'elle aurait déjà su. Cette histoire nous rappelle avec force que les secrets de famille, aussi bien intentionnés soient-ils dans l'esprit de ceux qui les créent, finissent toujours par laisser des traces indélébiles. La résilience de ces 2 enfants, Théo et Clément, est une véritable leçon de vie. Malgré les années de séparation et les mensonges des adultes, leur lien fraternel a été immédiat, prouvant que le sang et l'instinct vont bien au-delà de l'éducation. En tant que parents ou grands-parents, notre premier devoir est l'honnêteté, car la vérité finit toujours par remonter à la surface, souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Ce récit souligne aussi l'importance de la rédemption et de la capacité à reconstruire un foyer sur des bases saines, même après avoir découvert une trahison aussi profonde. La figure du grand-père, Marc, incarne cette force tranquille qui refuse de laisser le passé détruire l'avenir de ses petits-fils. Et vous, quelle est votre vision de la famille après avoir écouté ce témoignage? Pensez-vous qu'un secret puisse être gardé pour protéger quelqu'un, ou la vérité est-elle toujours préférable, quelle qu'en soit la dureté? Avez-vous déjà découvert un secret qui a changé votre perception de vos proches? Partagez vos réflexions en commentaire, j'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous sur ce sujet si délicat.